Alors, le leadership, est-ce que c'est en crise? On a l'impression que dans ce monde qui bouge à toute vitesse, les vieilles recettes, elles ne marchent tout simplement plus. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une nouvelle manière de voir les choses. Un cadre qui a été pensé justement pour répondre à ce grand défi. Et le cœur du problème, il est là. Les méthodes de leadership d'hier, elles échouent. Et attention, ce n'est pas juste une question de management dans une boîte. C'est beaucoup plus large que ça. C'est un vrai sujet de société. Cette citation de Charles Beck-Beder le résume parfaitement. C'est une société qui veut des chefs différents. La vraie question, du coup, c'est différent comment? Bon, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, essayons de comprendre pourquoi on parle d'une crise aussi profonde du leadership traditionnel. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Ce n'est pas juste une petite crise passagère, un ralentissement économique ou une nouvelle technologie qui débarque. Non, là, on parle d'une mutation profonde. Elle est financière, économique, systémique et sociale. Tout est en train de bouger en même temps. Et forcément, les vieux modèles de leadership, ils n'ont juste pas été pensés pour un bouleversement d'une telle ampleur. Et le résultat de tout ça, ce vieux modèle, vous savez, le leadership très vertical, le chef qui est là-haut sur son piédestal et qui donne des ordres, ça ne fonctionne plus. C'est inefficace. Et pire encore, souvent, c'est devenu complètement inaudible. Plus personne n'écoute, en fait. Ok, donc si le vieux modèle est à la poubelle, on fait quoi? On repart de zéro? Heureusement, non. Un groupe de réflexion, le Cercle du Leadership, a planché sur la question pendant des années. Ils ont cherché, débattu, et ils ont réussi à synthétiser tout ça en un nouveau modèle. Un modèle qui tient en 7 clés. Et les voilà, ces 7 fameuses clés. Ça va de l'inclusion et la diversité, à l'exemplarité, la conscience de soi, l'art de connecter les gens, la résilience, l'engagement sociétal et enfin la recherche de sens. C'est un programme assez complet. On n'aura pas le temps de tout voir en détail aujourd'hui, mais on va se concentrer sur les 2 toutes premières, parce qu'en fait, ce sont les fondations de tout le reste, l'inclusion et l'exemplarité. Alors, première clé, l'inclusion. Et là, on parle d'un changement radical. Il s'agit de repenser complètement qui on invite à la table des décisions, et surtout, comment on valorise les idées qui en sortent. Et attention, soyons bien clairs, l'inclusion, ce n'est pas juste une question d'être gentil ou de bienveillance. Non, c'est une décision purement stratégique. C'est la capacité à aller chercher du sang neuf, des profils différents, à faire entrer la diversité sous toutes ses formes dans une organisation. Et c'est aussi accepter l'incertain, l'accueillir, au lieu d'en avoir une peur bleue. Bon, mais l'inclusion, concrètement, ça veut dire quoi? Le concept est décomposé en 3 piliers, 3 axes très clairs. D'abord, la mixité, notamment la mixité de genre. Ensuite, la diversité ethnique, pour aller vers une vraie méritocratie. Et enfin, 3e pilier, l'ouverture à l'incertain. Commençons par le premier pilier, la mixité. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça change totalement la perspective. On n'est pas dans la charité ou le politiquement correct. Les chiffres le montrent, c'est un avantage économique, un vrai levier de performance. Il y a un chiffre qui est souvent cité, issu d'une étude de McKinsey, et il est assez parlant. C'est 30%. C'est le seuil, le palier à partir duquel la présence de femmes dans les équipes de direction commence à booster significativement la performance d'une entreprise. Et on parle de tout, l'innovation, la motivation, l'ambiance de travail. 2e pilier, la fin du clonage. Ici, on s'attaque à une tendance très ancrée, celle de recruter toujours les mêmes profils, issus des mêmes écoles, des mêmes milieux. C'est confortable, mais en réalité, c'est un poison pour l'innovation. La vraie méritocratie, c'est de casser ça. C'est Françoise Grissy, l'ancienne présidente de Manpower France, qui avait cette formule choc, halte au clonage des élites. C'est exactement ça. Cette endogamie, ce réflexe de recruter des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, ça crée des angles morts monumentaux. Ça empêche des talents incroyables de percer juste parce qu'ils ne correspondent pas au moule. Et le coût humain de tout ça est énorme. L'exemple de Tidjane Thiam est frappant. C'est l'un des plus brillants diplômés de France. Et pourtant, il explique que c'est à l'étranger qu'il a vraiment pu faire carrière. Pourquoi? Sa phrase est terrible. L'Angleterre a su me donner ce qu'il y a de plus précieux, l'indifférence à ma couleur. Ça en dit long sur le talent qu'on peut perdre quand un système n'est pas fondé sur le mérite, le vrai mérite. Tout ça nous amène logiquement au 3e pilier, qui est peut-être le plus contre-intuitif, l'ouverture à l'incertain. Regardons un peu cette chronologie, c'est vertigineux. Dans les années 50, la durée de vie moyenne d'une entreprise du S&P 500, c'était 40 ans. Aujourd'hui, c'est tombé à 11 ans. Et on nous annonce 16 à 20 sauts technologiques majeurs pour ce siècle. Dans un monde qui va aussi vite, qui est aussi imprévisible, on ne peut plus se payer le luxe d'avoir des œillères. S'ouvrir à la diversité, c'est s'ouvrir à l'imprévu. Et s'adapter, ce n'est plus une option, c'est une question de survie. Ce qui fait une transition parfaite vers notre 2e clé,
l'exemplarité. Parce que, ok, il y a la question de qui on recrute, mais il y a surtout la question de comment on dirige. Et là aussi, la définition de ce qu'est un leader exemplaire a complètement, mais alors complètement, changé. Alors, regardons cette évolution. Avant, un leader exemplaire, c'était quelqu'un d'intègre, un bosseur, la morale personnelle était au centre. Ça, bien sûr, ça reste la base. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus du tout. La vision moderne, elle est beaucoup plus large. L'exemplarité, c'est aussi une gouvernance transparente, c'est un partage équitable de la valeur concrète, et c'est, de manière absolument centrale, le respect des gens et de l'environnement. Le périmètre de la responsabilité du leader s'est incroyablement élargi. Ok, donc si on essaye de brosser le portrait de ce nouveau leader, à quoi ressemble-t-il ? Pour ça, la source utilise une métaphore visuelle que je trouve vraiment géniale. En fait, on est en train de passer d'un modèle à un autre. On quitte l'ère du leader que l'on pourrait appeler Bonaparte, c'est la figure d'autorité, celui qui commande, qui impose sa vision du haut de sa pyramide. Il est souvent craint, il exerce le pouvoir de façon très verticale. Et on se dirige vers un autre modèle, le leader Mona Lisa. Lui ou elle n'est pas au sommet, mais au centre. C'est un catalyseur. Son rôle, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de révéler le potentiel des autres. Il écoute, il connecte, il développe les talents. C'est une posture beaucoup plus bienveillante, plus sereine. La question finale, c'est donc celle-ci. Quel type de leader est-on en train de construire dans nos organisations ? Est-ce qu'on forme des Bonaparte ou des Mona Lisa ? Et ce choix entre le commandement d'un côté et la révélation des talents de l'autre, c'est ce choix qui va déterminer quelles sont les organisations qui vont non seulement survivre, mais prospérer dans le monde de demain. C'est peut-être ça la clé de tout. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.